Les personnages, ça me vient de... Alors j'aime bien, dans mes romans, j'aime bien les personnages qui sont atypiques, c'est-à-dire des personnes qu'on rencontre généralement pas dans la rue, dans la vie quotidienne. C'est pour ça, là, par exemple, dans ce livre-là, le personnage est un fakir. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de fakirs, s'il y a beaucoup de fakirs dans votre entourage. Qui a un peu de fakir? Qui est fakir? Bon. Donc voilà, c'est des personnages qui sortent un petit peu de la normalité, du quotidien. J'aime bien parce que ça me permet de rentrer dans un monde de fantaisie. Pour les lieux, c'est la même chose, hein. Les personnages et les lieux, pour moi, ce sont des personnages que j'aime exotiques. Même si Pithiviers, pour moi, est très exotique, par exemple. Là, il se peut qu'un jour, vous trouviez Pithiviers dans un des romans. Mais voilà, je prends des personnages qui m'inspirent dans la fantaisie et des personnages de la vie quotidienne, je mélange. Pour les noms, je prends des noms d'amis ou de famille. Alors, le personnage ici s'appelle Ajatashatru la vache Patel. Je n'ai pas d'Ajatashatru la vache Patel dans ma famille. C'est un nom indien. Alors, Ajatashatru, c'est un prénom indien. Ça veut dire celui dont l'ennemi n'est pas encore né. Et qui me permettait, dans mon roman, de jouer avec ça, puisque justement, à mon fakir, il va lui arriver plein de problèmes. Et donc, il a plein d'ennemis. Donc, ça, je trouvais que le contraste était amusant. Et la vache Patel, la vache parce que ça me permettait de faire des jeux de mots, et Patel c'est un nom de famille qui est assez commun en Inde, et ça me permettait en tout de faire 13 jeux de mots. Voilà, dans ce livre il y a 13 jeux de mots avec son nom, Ajatashatru la vache Patel, Atashtasharu la vache, achète un tas de short à trous, enfin voilà, il y a 13 jeux de mots. D'ailleurs ça a été un petit peu terrible pour les traducteurs étrangers qui ont dû changer le nom de ce personnage là. Donc si en français il s'appelle Ajatashatru la vache Patel, en espagnol il s'appelle Jamal Mekandouyegas, en anglais il s'appelle Ajatashatru Ogosh Rathod, en allemand il a un autre nom. Tout ça pour permettre de faire les jeux de mots. Donc, vous voyez, un personnage peut avoir plein de noms différents en fait. Et les lieux, alors dans le fakir, généralement c'est des lieux que je connais, où j'ai été. Alors ça commence à Charles de Gaulle. Alors voilà, je connais bien l'aéroport parce que je prends souvent l'avion. En fait, je ne connaissais pas l'Inde. J'ai écrit sur un Indien, mais sans connaître l'Inde. Donc il ne fallait pas que ça se passe beaucoup en Inde, parce que justement, je ne connaissais pas. C'est pour ça que cet Indien, je l'ai fait venir à Paris. Je l'ai mis dans un terrain qui pour moi était connu, et qui pour lui, pour le coup, n'était pas connu. Ce qui était amusant, c'est de prendre ce... Ah, c'est Sarah. Ça va ? Ce qui était marrant, c'était de prendre cet Indien qui venait d'un petit village du Rajasthan qui s'appelle Kishoyaourt et l'amener à Paris et qui découvre la culture occidentale, qui découvre la culture d'Ikea, puisque là il est question d'Ikea, c'était vraiment une métaphore, une parabole pour parler de notre culture à nous, qu'ils ne connaissaient pas. Voilà, donc ça permettait de... Vous savez, c'est un ressort comique très, très connu, hein. Ceux qui connaissent Crocodile Dundee, les visiteurs, alors là c'est dans le temps, mais c'est toujours prendre quelqu'un et le mettre dans un monde qu'il ne connaît pas. Voilà. C'est ça qui est très amusant. Donc voilà l'inspiration des personnages et des lieux. Merci. Ça te va, Loan? Oui, ça me va. Merci. Il y avait une autre question par là-bas, non? Ouais, comment tu t'appelles? Dorian. Comment? Dorian. Dorian. Combien de temps vous avez écrit? En combien de temps? J'ai mis 3 semaines pour l'écrire. J'écris très vite en fait. J'écris dans des conditions un peu spéciales, c'est-à-dire que j'ai écrit debout dans le RER A, j'allais au travail. À l'époque j'étais encore inspecteur de police et j'avais 1 heure pour aller au travail et 1 heure pour revenir. Et donc au lieu de... je lisais, ou alors tu sais, au lieu de je sais pas, faire d'autres trucs, j'écrivais mon roman sur mon téléphone portable, je m'envoie des mails en fait. Voilà, c'est comme ça que j'écris. C'est un peu, on va dédramatiser l'histoire de l'écrivain avec les cheveux blancs, même si j'en ai d'ailleurs, avec les cheveux blancs et qui est dans une salle obscure avec une grande plume d'oie, mort généralement, hein, parce que les écrivains sont généralement morts. Et voilà, non, moi c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, je suis encore vivant, heureusement. Et j'écris au supermarché,
j'écris à la poste, dans la queue, chez le boulanger. Voilà, j'ai les idées qui m'arrivent, c'est même pas les idées, c'est les phrases. C'est des phrases qui viennent à la virgule près et que j'écris en m'envoyant donc des mails. Et quand je reviens à la maison et que j'ai un peu de temps, je prends ces phrases qui sont dans ces mails et je les mets dans mon document Word dans lequel j'écris le roman. Et donc quand je suis dans un roman, je suis à 150% et ça arrive comme ça par fascicule, par épisode. Et c'est comme ça que j'écris mes romans. Et donc assez rapidement, hein, le Fakir c'est 3 semaines, La Petite Fille qui est mon deuxième roman, La Petite Fille qui avait avalé un nuage grand comme la Tour Eiffel, j'ai mis 3 semaines et demie à peu près. Voilà, le troisième roman, Revive l'Empereur, ça m'a pris un aller-retour Paris-Brest. Alors après il y a énormément de relecture. Hein. Quand je dis que j'écris dans ce temps-là, c'est vraiment la trame, c'est vraiment presque tout le livre, mais ensuite il y a énormément de relecture et de correction, de documentation, voilà, des choses comme ça. Ça te va ? T'as un prénom très littéraire, hein ? Dorian Gray, tu connais ? Non. Oui, mademoiselle. Abdallah. Ah, pardon. Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière toi qui a levé. Pardon. Ah ben, je sais pas. Qui a levé le doigt en premier ? Tu vois, Je crois que c'est Eugénie. C'est la demoiselle. Après, c'est toi. Oui, dis-moi. Donc, je m'appelle Eugénie. Eugénie. Vous dites que ça vient comme ça, votre inspiration. Est-ce que vous avez suivi une formation pour devenir écrivain ou tout vient comme ça, genre c'est intuitif? Alors, il n'y a pas une maîtrise ou un doctorat écrivain, ça n'existe pas. Moi, j'écrivais déjà à votre âge, je lisais énormément, hein, depuis petit, depuis que j'ai 6-7 ans, je lis et j'écris. C'était une manière à moi de vivre des expériences, des voyages qu'on n'a pas forcément dans notre vie quotidienne. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes ici, à Pithiviers, dans le lycée. Et vous allez à la récré, vous ouvrez un bouquin et vous n'êtes plus du tout là. D'un coup, vous devenez un grand aventurier en Australie en 1854. Vous voyez, et pour moi, ça c'était magique. C'était vraiment la magie de la lecture, c'est d'être quelqu'un d'autre dans un autre pays. Voilà. Et donc j'écrivais beaucoup. Alors j'ai une formation, bien entendu, j'ai une formation littéraire parce que j'aime beaucoup ça. Donc la littérature et les langues. Donc après j'ai été à la fac, je voulais être professeur d'espagnol en université. Alors j'ai une maîtrise de LCE, je ne sais plus si ça existe, c'est des lettres et civilisations étrangères. Là c'est donc une maîtrise de LCE espagnol, j'ai une maîtrise de FLE, c'est le français langue étrangère, partie des sciences du langage, c'est pour être français à l'étranger, et une licence d'anglais, donc de LCE anglais aussi. Voilà. Donc c'est des études littéraires et langues. Mais il n'y a pas de formation écrivain, c'est-à-dire que... Alors on vous propose maintenant tout un tas d'ateliers d'écriture, des choses comme ça, pour apprendre à écrire. Bon, moi c'est pas mon truc. Moi j'ai toujours dit que pour écrire, il faut lire énormément. Voilà, c'est tout. Moi, mes profs à moi, c'était Jules Verne, c'était Émile Zola, c'était tout ça. Je pense que quand on lit énormément, enfin, on a des automatismes au niveau de la langue, et que c'est ça qui nous permet d'écrire. Voilà. Donc il n'y a pas de formation écrivain, si c'est la question, ça n'existe pas encore. Ça existera peut-être un jour, hein, vous savez, on assiste à de plus en plus de formations académiques pour des choses. Il y a peut-être un concours à la télé, genre Master Chef, Top Chef, mais ce sera Master Écrivain, Top Writer, des trucs comme ça. Ça ne m'étonnerait pas. Oui, alors, vas-y, c'était comment ? Abdallah. Avez-vous déjà pensé à transformer votre livre en film ? Ah ben oui, alors moi, j'y ai pas pensé, tu sais, mais avant qu'il sorte en France, le livre est sorti en août 2013. Avant la sortie en France, j'avais déjà des propositions d'adaptation cinématographique. Alors moi, quand j'avais écrit mon livre, hein, j'avais pas du tout pensé au cinéma. Et donc, il y a plusieurs producteurs. J'ai eu 13 producteurs qui voulaient l'adapter.
Donc j'ai rencontré des réalisateurs, des producteurs, il y avait Luc Besson, il y avait Brad Pitt, c'est un pote de production, il y avait des gens qui étaient très, très connus, et voilà. Et donc finalement j'ai donné les droits à Luc Bossy, c'est Brio Film, c'est une maison de production qui a produit notamment L'écume des jours. Je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Omar Sy, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Déjà c'est un très beau livre, vous l'avez lu? Qui a lu L'écume des jours? D'accord? Je n'ai pas vu le doigt, mais bon. Quelqu'un a levé le doigt? Non, mais oui, mais par les profs. Bon, c'est un très beau livre déjà. Et ils ont fait un beau film. Le réalisateur Michel Gondry, vous connaissez? Donc voilà, il y a une adaptation, on tourne là cet été. Dans le film, il y aura Laurent Lafitte, vous connaissez? Oui. Uma Thurman, Kill Bill, vous connaissez pas Kill Bill? Ah si. Bon, l'actrice de Kill Bill, l'américaine, là. Voilà. Et la réalisatrice, c'est Marjane Satrapi, vous connaissez? Oui. Persepolis. Ça me dit quelque chose. Ah ben voilà, dis donc. Quelque chose. Voilà, donc c'est elle qui fait le film. Ce ne sera pas un dessin animé, hein, ce sera un film avec des gens vivants. Hein. Des vrais acteurs. Donc voilà, c'est tout autre chose, hein, le monde du cinéma, le monde du scénario. Un scénario n'a rien à voir avec un roman, hein, l'écriture. Ce sont deux écritures différentes. Oui, de ce côté-là, il y a quelqu'un qui a des questions de ce côté-là? Oui, comment tu t'appelles? Baptiste. Pourquoi j'ai mis des longs titres? Ouais. Je sais pas, j'aime beaucoup les titres comme ça me fait un peu rêver. C'est des titres qui t'emmènent déjà dans le livre, dans l'histoire, dans un monde, dans une autre réalité, dans une fantaisie. Ça fait un peu un conte aussi. Et c'est surtout pour le clin d'œil avec les livres d'une certaine époque. Voilà. Ça fait un peu conte. Les livres pour enfants, il y a beaucoup de livres pour enfants comme ça. Hein. Le loup qui ne voulait pas être mangé par les moutons. Donc c'est un côté très féerique. Et là, pour le coup, il y avait Ikea qui était là pour marquer le contraste. Tu vois, on ne s'attend pas à avoir une marque dans un titre comme ça de livre. Et c'est pour ce contraste-là que je voulais cette marque. Vous voyez? Alors, allez, on va continuer par là. Oui, c'est toi. Comment tu t'appelles? Leïla. Est-ce que vous avez dû demander des accords pour pouvoir parler d'IKEA? Alors, non, mon éditeur n'a pas demandé l'autorisation à Ikea. C'est pas un problème de parler d'Ikea, mais c'est que dans le titre, il y avait Ikea et surtout, on a utilisé leur logo dans la première édition. Pour ceux qui ont vu le grand format, on avait les logos, on avait le logo sur Fakir et sur Ikea, parce que dans Fakir et dans Ikea, il y a à peu près les mêmes lettres. Il y a le K, il y a le A, le I, mais on n'a pas demandé l'autorisation. Et ils se sont réveillés quelques mois après, où ils nous ont demandé de retirer le mot Ikea du titre, ils nous ont demandé de retirer les couleurs, puisque le livre est jaune et bleu. Ils nous ont demandé d'enlever les logos, et de mettre aussi une phrase dans le livre qui disait qu'il n'avait rien à voir avec ce livre-là. Voilà. Donc finalement, on a pu négocier avec eux et garder le mot Ikea dans le titre, qui était le plus important. On a enlevé les logos, parce que là, c'est vraiment du copyright. Donc vous avez, sur les grands formats qui sortent, il n'y a plus de logo. Et on a mis la petite phrase, voilà. Ça c'était pour toutes les éditions dans le monde entier, il y avait la même chose, donc on a été obligé de faire comme ça. Les couleurs, on les a gardées parce que c'est pas eux qui possèdent quand même le jaune et le bleu, hein, c'est quand même des couleurs basiques, et notamment c'est le drapeau de la Suède, donc ça, voilà. Et donc voilà, on a eu ça un petit peu avec eux, bon c'était pas très sympa, on n'a pas compris, bon. Là, c'est pas rebelote avec le film, hein, ils veulent pas qu'on filme dans un Ikea. Donc, il va falloir reconstituer un Ikea. Ikea n'a pas été très, très gentil avec moi. Parce que tout le monde me demande si j'ai plein d'armoires, s'ils vont faire plein de trucs. Mais non, pas du tout. Au contraire.
Alors, au centre, il y a des... quelques mains. Non? Oui? Camille? Donc, comment tu t'appelles? Fanny, d'accord. Quel livre? Sur les trois? Il n'y a pas de... les trois, à un moment donné, quand j'écris ce livre-là, c'est le livre que je prends, parce que c'est celui que je suis en train de faire. Voilà, bien en train d'écrire. Donc, j'ai pas une préférence. Après, si on me demande de choisir un livre des trois, je dirais Le Fakir, parce que c'est un livre qui a chamboulé ma vie, qui a changé ma vie du tout. Donc, ce serait celui-là. Donc, j'ai une tendresse infinie pour ce livre-là, qui est le premier publié, mais qui est le 8e que j'ai écrit. Voilà. Les 7 d'avant avaient tous été refusés par la maison d'édition. Comme quoi, il faut persévérer dans la vie, si vous écrivez ou même autre chose, hein, il faut toujours persévérer, croire en votre rêve et aller jusqu'au bout. Comment tu t'appelles? Comment? Gaël. Est-ce que vous pouvez dire votre écrivain? Est-ce que je peux? Livre de votre écrivain, Oui, j'ai eu énormément de chance. C'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup d'écrivains qui exercent une activité à côté parce que voilà, ça. Moi j'ai eu énormément de chance, c'est-à-dire que je peux en vivre très bien. Donc voilà, j'ai pas démissionné, mais j'ai pris une disponibilité de la police 2 mois après la sortie du Fakir. Voilà. Et maintenant, je me consacre uniquement à l'écriture et puis à rencontrer des lycéens comme vous, ou alors faire la promotion un petit peu partout dans le monde, dans les alliances françaises, les instituts français, et dans des librairies un peu partout. Voilà. Mais c'est une grande chance, hein, c'est pas ce qui arrive. Généralement, c'est très dur parce que les métiers artistiques comme ça sont très durs, c'est comme la musique. C'est très dur de percer en fait. Voilà. La peinture, c'est des métiers dans lesquels il est très difficile de vivre de ça, parce que ça tient à très peu en fait. Voilà. Ça tient au public. Est-ce que vous aurez du public ou est-ce que vous n'en aurez pas? Voilà, ça tient à ça. Oui. Alors, la demoiselle et ensuite c'est la truc. Je m'appelle Émilie. Non, Méline. Méline. D'accord. Excusez-moi parce que j'entends pas très bien. Il vous faudra un micro. Est-ce que vous faites attention aux critiques littéraires? Alors, est-ce que j'y fais attention? C'est sûr que quand il y a des critiques qui sont... alors une critique, hein, vous savez, une critique peut être positive ou négative. Hein, on appelle ça une critique, mais c'est pas forcément négatif. Donc il y a des critiques qui sont bonnes. Des critiques négatives, c'est vrai que ça affecte un petit peu. On se dit, ça dépend de quel journal ou de quel journaliste ça vient. Mais ça ne m'affecte pas en ce sens que moi j'ai jamais lu les critiques littéraires. C'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un qui va dans les librairies et qui regarde les livres et qui d'un coup est attiré par un titre, par une couverture, par un résumé. Je commence à feuilleter et à lire et j'achète ce bouquin-là. Je sais rien à propos de ce bouquin-là, voilà. Parce que je lis pas les critiques, parce qu'en ce sens que on est tous différents, et donc c'est comme au cinéma, si tu demandes à une copine qui est allée voir un film, elle va te dire « j'ai pas aimé, c'est nul », et tu vas demander à une autre, elle a dit « c'est le film de ma vie ». Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucun jugement, il n'y a plus aucune valeur dans ces critiques-là, puisque je peux bien lire une critique sur un livre qui me dit que ce livre ne vaut pas la peine, et finalement c'est un livre que je vais adorer. Donc voilà pourquoi, à mon sens, ça ne sert à rien les critiques. Il y a des personnes très influençables, hein. Voilà. Si tu n'es pas une personne influençable, si tu es une personne qui a un libre arbitre et qui décide de ta vie toi-même et de ce que tu aimes ou de ce que tu veux faire ou pas, dans ce cas-là, les critiques ne servent absolument à rien. Alors oui. Oui, j'écris toujours, oui. Donc j'ai fini un manuscrit et là je suis en train d'écrire un autre pour qu'il sorte l'année prochaine. Voilà. Cette année j'en sors pas, comme j'en ai sorti 2 l'année dernière. Cette année j'en sors pas, je vais sortir l'année prochaine. Donc oui, je suis toujours en train d'écrire. Tout le temps, j'ai toujours des histoires qui arrivent. Je peux écrire 5 à 6 livres en même temps.
comme je peux en lire 10 à la fois, ça c'est pas un problème. Donc, voilà. Je suis quelqu'un qui, je me lasse très vite des choses, je m'ennuie très rapidement. Donc si je suis sur un livre, bah, d'un coup un jour, hop, ça me prend la tête, alors je passe sur un autre livre et hop, je reviens, et hop, je reviens sur un autre, et voilà. Je fais que ça. Voilà. Oui. Est-ce que vous écrivez vraiment sur vos chemises? Alors ça c'était... non, j'écris pas vraiment sur mes chemises, mais j'ai dû écrire sur mes chemises, j'ai écrit sur 2 chemises, mais c'était pour la télé. C'était pour la télé et des rencontres comme ça. Donc je l'ai fait exprès pour mélanger un petit peu la fiction et la réalité en fait. L'histoire du fakir qui écrit sur sa chemise, c'est parce que c'est une métaphore sur le fait que j'écris partout en fait. Donc j'écris sur mon téléphone portable, mais quand j'ai pas le téléphone à portée de main ou quand j'ai pas de connexion internet, ce qui m'arrive par exemple dès que je suis en France, parce que j'habite pas en France, dès que je suis ici, j'ai pas de connexion internet si j'ai pas wifi. Si je suis dans la rue là, donc je peux pas écrire un mail, je peux pas l'envoyer. Donc je vais prendre d'autres choses. Ça peut être des emballages de chewing-gum, ça peut être des menus de restaurant, des bouts de nappe en papier. Donc j'écris sur tout. Et comme métaphore, je me suis dit, le fakir va écrire sur une chemise pour symboliser cette histoire d'écrire partout. Et en plus, vous avez un jeu de mots, puisque le fakir est pris comme un clandestin dans toute son aventure. Il est donc un sans-papier, et c'est symbolique, c'est-à-dire qu'il écrit sa chemise parce qu'il n'a pas de papier, parce qu'il est un sans-papier. Mais là, il faut aller vraiment dans des niveaux de lecture un peu plus, dans les hautes sphères. Donc j'ai 2 chemises, si vous allez sur internet, vous pouvez voir les 2 chemises écrites. Il y en a une qui est écrite en petite, en petit, une en grosse en fait. J'en ai fait une pour le festival de Cannes, j'ai monté les escaliers, comme les caméras sont très loin, j'avais écrit en plus gros. Voilà. Et quand je passe à la télé, j'avais la plus petite, parce qu'on la voyait bien à la télé. Voilà. Mais c'est vraiment pour mélanger la fiction et la réalité. Je prends l'exemple du Comte de Monte Cristo. Vous avez lu le Comte de Monte Cristo? Bon, très bien. On va noter l'équipe des jours, le Comte de Monte Cristo. En fait, rapidement, c'est l'histoire d'un monsieur qui est enfermé au Château d'If, dans une prison. Vous connaissez le Château d'If à Marseille? Non? D'accord. Vous connaissez Ayam? Ouais, ok, voilà. Ayam, ils habitent à Marseille, ok. Marseille, c'est une ville qui est dans le sud de la France. Et avant, il y avait une prison. Vous connaissez Alcatraz? Oui. Voilà. Ben, l'Alcatraz de la France, c'était la Château d'If, d'accord? La prison a été dans une île, comme ça c'était vachement difficile de partir de cette île-là. Bon, et il y a un monsieur qui est enfermé dans une cellule et qui devient très ami avec celui qui est dans la cellule à côté, qui s'appelle l'abbé Faria. Et il a un plan pour s'évader, c'est-à-dire qu'il va creuser un tunnel entre sa cellule et la cellule du voisin, d'accord? Et quand l'abbé Faria va mourir, en fait, ils vont le mettre dans un sac, et lui, comme il a accès au tunnel, il va se mettre dans ce sac-là à la place de l'abbé Faria, et c'est lui qu'on va jeter à l'eau. Et ensuite, il va s'évader comme ça. Bon, c'est une fiction, hein. C'est une fiction, c'est Alexandre Dumas qui a écrit ça. Mais au Château d'If, ils ont eu une super idée, parce qu'à chaque fois, les touristes demandaient, il est où le tunnel de l'abbé Faria, du Comte de Monte Cristo? On leur disait, ben, il n'existe pas, c'est un roman. Et ils ont tellement eu marre, alors ça les a amusés, que les Marseillais ont creusé un trou entre ces 2 cellules-là. Donc maintenant, si vous allez au Château d'If, vous pouvez visiter le tunnel qui conduit les deux cellules, mais qui pourtant n'a jamais existé, puisque c'était dans un livre. Voilà. Donc c'est une manière de mélanger un petit peu la fiction et la réalité. C'est toujours mystérieux, c'est toujours assez surprenant, un thriller. Voilà. Oui. Oui, ça me touchait à plusieurs égards. D'abord, je travaillais à l'époque où j'ai écrit le Fakir, donc j'étais dans la police, et je travaillais dans un service qui démantelait les réseaux d'immigration illégale. Donc on s'attaquait aux mafias qui sont installées en France et qui font venir des gens de notre nationalité et qui ensuite les exploitent sur le territoire en les mettant à disposition d'autres mafias qui sont des mafias de la prostitution, des mafias du travail forcé, de la mendicité forcée. Enfin, voilà, il y a toute une sorte de mafias là-dessus et qui les exploitent et qui font de l'argent sur ces personnes-là.
Donc, tous les jours au service, on avait des clandestins, voilà, des immigrés illégaux de toutes les nationalités du monde. Et donc, ça m'a permis, avec le fakir, je voulais me mettre à la place de l'autre, à la place de celui qui était en face, et me dire, moi, si j'avais été à leur place, si j'étais né dans un pays qui ne délivre pas facilement de visa, qui ne donne pas de passeport, qui ne permet pas de voyager, est-ce que moi aussi, j'aurais fait la même chose? Et moi, je pense que oui, voilà. L'immigration illégale, c'est un domaine dans la police qui est très délicat parce que c'est l'une des seules infractions qui n'est pas amorale. C'est-à-dire que dans la police, mes collègues, ils ont affaire tous les jours à des violeurs, à des voleurs, à des meurtriers. Ça, tout le monde est d'accord pour dire que c'est des choses qui ne sont pas moralement acceptables. Par contre, l'immigration illégale, c'est juste des gens qui n'ont pas un bout de papier, voilà, qui sont nés dans un autre pays. Ça, on ne choisit pas où on est. Nous, on est en France, mais il y a quelqu'un qui est né en Pakistan, en Érythrée, voilà. On ne choisit pas, mais d'un coup, vous avez déjà des injustices au niveau de la naissance, puisqu'il y en a qui vont vivre dans des pays qui vont leur donner plus d'options, et d'autres qui vont être dans des pays en guerre, dans des pays où il n'y a vraiment rien à faire, où ils ne peuvent que partir, voilà. Mais ils ne peuvent pas partir parce que justement, on ne les laisse pas partir. Ils n'ont pas ce bout de papier. Donc c'était une observation de ce monde, des frontières aussi. Moi, j'aime pas trop les frontières parce que j'aime beaucoup me balader un peu partout. Et je trouve que c'est dommage qu'il y ait des gens qui ne puissent pas aller travailler, s'ils veulent aller travailler demain à New York ou travailler, je sais pas, en Australie, qu'ils ne puissent pas parce qu'ils n'ont pas un bout de papier qui s'appelle passeport. Voilà. Donc c'est une réflexion un petit peu qu'il y a dans le fakir sur les immigrés illégaux. Et voilà, sans apporter de solution, parce que moi, je ne suis pas un politicien, je n'ai pas de solution à apporter. Oui. Est-ce que vous pensez quelque chose de votre vie ou vous pensez qu'à un moment vous allez arrêter de faire autre chose? C'est vrai, c'est une bonne question. J'ai changé beaucoup j'ai exercé beaucoup de professions, une dizaine à peu près. Tous les 2 ans, je changeais en fait, de vie, de pays même. Parce que je faisais vite le tour de la chose. Voilà. Je me disais, bon, maintenant, je vais passer à autre chose. Et donc maintenant, j'ai encore changé, puisqu'il n'y a pas très longtemps, je suis encore dans la police. Et maintenant, j'écris, voilà. Alors j'ai toujours écrit, mais maintenant, c'est devenu mon activité principale. Et ce qu'il y a de bien avec l'écriture, c'est que vous pouvez être, comme j'expliquais avant, vous pouvez être qui vous voulez, vivre où vous voulez, comme ça. En une phrase. Hop. En une phrase, je peux devenir médecin au Burkina Faso, je peux devenir fakir, je peux devenir ce que je veux. Et donc c'est vrai qu'on se dit, voilà, maintenant je peux exercer toutes les professions avec grande facilité, donc je ne vois pas pourquoi je changerais. Donc pour l'instant, je n'ai pas dans l'idée de changer. En plus, ça me permet de connaître d'autres mondes, puisque j'ai été co-scénariste du film, voilà. Le métier de scénariste, c'est encore autre chose, même si c'est lié à l'écriture, c'est autre chose. Donc je ne pense pas que je changerai maintenant jusqu'à la fin. En plus, le métier d'écrivain, c'est un métier qu'on peut faire jusqu'à la fin de sa vie. Du moins jusqu'à ce qu'on ait toute sa tête, c'est ça. Il n'y a pas de retraite. Regardez Jean d'Ormesson, par exemple, qui est un vieux monsieur, et qui continue à écrire malgré son âge, et qui écrira jusqu'à la fin, parce à partir du moment où vous avez toute votre tête, et voilà, c'est un plaisir d'écrire, donc vous pouvez le faire jusqu'à la fin. Ça, c'est quelque chose qui est génial quand on adore les livres et quand on adore le monde de la littérature. Oui. Comment tu t'appelles, toi? Est-ce que tu es nouvelle? Comment? Cyrilia. Combien d'exemplaires j'ai vendus? En France, un demi-million, et à l'étranger, à peu près pareil. Donc ça fait à peu près 1 million dans le monde. Alors, oui. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous avez choisi? D'accord. Comment tu t'appelles? Juliette. Oui, j'avais une armoire Ikea dans ma chambre. Tout simplement. Et voilà, c'était pour faire le contraste avec le fakir, le magicien oriental,
qui fait ça dans des malles en osier ou des armoires en bois, et je voulais changer le tour de magie avec une armoire Ikea. Voilà. Je trouvais qu'en plus ça représentait bien, j'aime bien mettre des marques dans mes livres parce que je trouve que ça ancre au réel. Comme j'écris des livres avec beaucoup de fantaisie, mais il doit avoir une part de réalisme, et pour moi les marques existantes sont des marques de réalisme puisqu'elles sont un ancrage dans une époque et dans une réalité voilà, à un moment donné, qui est la mienne, voilà, qui est contemporaine. Ah. Oui. Comment tu t'appelles? Raphaël. Comment? J'ai pas compris. Ah oui. Ben, c'est un peu pour la même histoire qu'IKEA, c'est-à-dire pour arriver à quelque chose de très contemporain. En fait, quand vous prenez un livre, vous êtes dans une librairie, vous ouvrez un livre au hasard, vous verrez. Généralement, les citations sont ce qu'on dit, on met en exergue, on dit, voilà. Les citations au début du livre, généralement, c'est des grands classiques. Ouais, c'est une citation de Montesquieu, une citation de Diderot, une citation de machin, de Balzac. Moi, généralement, ces citations-là, je ne les comprends même pas. Je ne sais même pas si l'auteur a compris même le sens de la citation. Des fois, il n'y a même aucun rapport avec son bouquin. Et j'ai l'impression que des fois, ça fait un peu pour étaler, genre, bah ouais, moi j'ai cité Montesquieu. Bon. Et j'ai voulu faire le contre-pied de ça. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé avec Orelsan. Je dis, voilà, j'ai mis une citation d'Orelsan parce que c'est une citation qui avait un grand rapport avec mon livre. Et aussi, c'est pour faire le contre-pied de, on n'est pas obligé, en écrivant de la littérature, on n'est pas obligé de mettre en exergue une phrase d'un grand classique. Voilà. On peut mettre aussi un rappeur, je mets des citations de Madonna aussi, je mets des citations, et je m'amuse avec ça, voilà, parce que c'est un côté décalé, on s'y attend pas. Et voilà, donc j'avais découvert la chanson d'Orelsan, La Terre est ronde, là, et donc il avait cette phrase de faire le tour du monde et de revenir à la maison, c'était exactement ce que fait le fakir. Et la chanson était très jolie, donc je l'écoutais énormément quand j'écrivais. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Oui. Quand vous avez dit ce livre, la fakir, c'est un grand succès, est-ce que vous avez écrit un truc pour ce livre? On m'a beaucoup demandé si j'allais écrire la suite à chaque fois. Et je disais toujours que non. Je disais non, j'ai écrit ce livre, c'est pas une saga, c'est pas une trilogie, c'est pas. Donc j'avais pas de suite, c'était une histoire indépendante. Et puis finalement, un jour, ça m'est venu et j'ai écrit alors comme on dit maintenant, c'est la préquelle et la séquelle. C'est-à-dire que vous avez le fakir qui a 40 ans, donc après le fakir dans l'armoire Ikea, qui a une histoire. Et je reviens aussi sur son enfance, quand il a 9 ans et qu'il rentre dans l'école des fakirs. Voilà. Enfin, une école de fakir, il est le seul dans cette école-là, mais quand il apprend à devenir fakir. Et donc j'explique tous les trucs de fakir, hein, marcher sur la braise, se planter des fourchettes, des barbecues partout dans le corps, tout ça. J'explique ces choses-là dans ce livre-là. Et donc voilà, il y aura une suite et ça sortira après le film, donc en 2018. Et j'ai même commencé à écrire le Fakir 3, vous voyez. Les trucs, c'est quand vous voulez pas, c'est là que ça vient en fait. Tant que, voilà, en tout cas c'est naturel, et c'est sincère. C'est pas faire un 2 parce que le 1 a bien marché, c'est pas du tout ça. Je l'avais pas, donc il n'était pas question de faire un 2, mais d'un coup ça me vient au supermarché, à la boulangerie, comme je vous expliquais avant, et j'ai l'histoire du Fakir 2 qui arrive. Et puis c'est toujours bien de retrouver un personnage que vous avez animé, parce que vous avez une certaine tendresse, vous retrouvez le même personnage, et tout ça, ça les fait vivre de nouveau. Donc voilà pourquoi il y aura la suite. Et le 3, je ne sais pas si je l'écris ou pas. En tout cas, j'ai commencé le premier chapitre, on verra. Oui. Avez-vous reçu des prix pour vos romans? Oui, j'ai reçu des prix. J'ai eu le plus prestigieux pour moi, c'est le prix Jules Verne, parce que de voir mon nom associé à cette personne que j'admire tellement. Donc voilà, j'ai eu le prix Audiolib. Vous savez qu'il y a le livre audio, le Fakir est lu aussi sur un CD. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas lire de livres, soit parce qu'elles voient pas très bien, soit parce que c'est des représentants qui passent leur vie dans la voiture.
et ils ne peuvent pas lire, donc s'arrêter pour lire. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des livres audio, donc des livres qui sont lus. En l'occurrence, là, c'est Dominique Pinon, qui est un acteur français très connu. On a gagné le prix Audiolibre, là, 2014. Et puis après, j'ai gagné des prix des lycéens et des prix à Val d'Isère, des prix de club de lecture. Il y a énormément de prix en France, hein, c'est un truc incroyable. Hein, si vous prenez Marcel Proust, si vous prenez Zola, voilà, c'était des gens qui prenaient des personnages français et ça se passait dans une région de France. Si vous prenez Jules Verne, il n'a pas, je crois, il doit en avoir un ou deux seulement sur plus de la centaine de livres qu'il a écrits, personnages français. Ces personnages ne sont jamais français. Le Tour du monde en 80 jours, c'est Phileas Fogg, il est anglais. Vous avez le voyage au centre de la Terre, c'est un professeur qui est allemand, je crois. Voilà. Donc les personnages ne sont jamais français et les lieux ne se passent jamais en France. Ça se passe en Angleterre, ça se passe autour du monde, ça se passe en Allemagne, ça se passe en Islande, ça se passe en... Voilà. Donc pour l'époque, c'était quelque chose de très innovant. C'est quelqu'un qui avait déjà compris l'aspect international. D'ailleurs, il était traduit à l'étranger, ce qui n'était pas le cas d'autres auteurs contemporains. Il y a une dimension internationale. C'est ce qu'il faut avoir, une dimension internationale pour vous. Allez chercher le travail, là où il est. Oui. Est-ce que vous êtes déjà senti bloqué par le lecteur qui s'amusait à vous dire que ce que vous écrivez c'est tellement bien que vous, vous ne pouvez pas faire mieux? Non. Non, parce que je lis, il y a des livres, voilà, je lis des livres et je me dis, ah, j'aurais adoré écrire ça. Oui, les expériences professionnelles, ça sert, bien entendu, ouais. Tout ce que j'ai fait, bah, je le mets dans mes livres, voilà. J'ai travaillé dans le monde de l'aviation, dans la police, dans le monde de l'enseignement, dans la traduction, dans le nettoyage des machines à sous. Et il y a toujours des choses, il y a toujours des anecdotes, il y a toujours des histoires, et ça fait que bien sûr ça sert, cette expérience-là sert. Ouais. Oui. Comment tu t'appelles? Alors des romans, j'ai commencé à écrire en 2005. Voilà. Donc je ne sais plus quel âge j'avais. En 2016, j'ai 40 ans. Pour les bons en maths, vous faites la soustraction. Les bons en maths, qui peut nous dire la réponse? J'avais quel âge? Vous êtes né en 1976. Vous êtes né en 1976. 75. Voilà, mais décembre, donc c'est presque. C'était presque. Donc voilà, 29 ans, ouais, j'ai commencé à écrire des romans de structurés, de 200, 300 pages, voilà, avec un développement. Avant, j'écrivais des histoires de 10 pages, 15 pages, et j'allais pas plus loin, voilà. Je n'avais pas l'inspiration, je faisais d'autres choses, je faisais des courts-métrages aussi, que j'aimais bien. La musique, j'ai beaucoup travaillé dans la musique, et donc c'est toujours une nécessité de créer et de faire sortir des choses, voilà. Que ce soit par le biais de la musique, par le biais de l'écriture ou par le biais des images. Le message que je veux faire passer, ça dépend du roman. Par exemple, dans le Fakir, c'est le message. Le message, c'est sur... Il y en a plusieurs. Hein. Il y a celui sur l'immigration illégale, sur les frontières. Est-ce qu'on peut vivre sans frontières? Voilà. Il y a aussi le fait de ne pas être conditionné à la naissance. C'est-à-dire que selon la culture, selon l'ethnie, on suit une éducation. Est-ce que cela fait qu'on peut pas changer à un moment donné? Le fakir, par exemple, il est mauvais au début. C'est-à-dire qu'il arnaque tout le monde. Pourquoi? Parce que depuis petit, on lui a appris qu'il n'y a que ça. Et à un moment donné, il rencontre des gens qui le font changer. Des gens qui d'un coup, le transforment en humain. Et qui, d'un coup, il ne voit plus les autres comme des victimes de ces arnaques, mais comme des frères, comme d'autres humains. Et ça le fait changer. Ça, c'est un message, par exemple. Dans La Petite Fille, je parle de la maladie. Comment bien mener une maladie. Voilà. Est-ce qu'une maladie est une condamnation en soi? Voilà. Enfin, pour moi, il n'y a que la mort qui est une condamnation. Tant qu'on n'est pas mort, il y a toujours de la vie, il y a toujours de l'espoir et tout peut changer. Et dans le dernier, Revue l'Empereur, c'est plutôt mon coup de gueule contre ce qui se passe avec l'État islamique et tout ça. Et surtout le meurtre, pour tuer des gens, voilà, pour l'idéologie.
Donc il y a toujours un message, mais que j'enrobe toujours dans beaucoup d'humour. Voilà. Oui. Qu'est-ce que je ressens? Je suis content. Non, je passe à un autre, parce que je dévore, et c'est comme les livres, quand je finis de lire un livre, vite, je passe à un autre livre. Voilà. C'est une passion, donc voilà, je suis très content, au contraire, je suis très content d'avoir terminé ça, pour pouvoir passer à autre chose, et inventer autre chose de complètement différent. Voilà. Donc c'est une grande satisfaction pour ça. Et surtout pour le fait qu'il va être publié, que je vais pouvoir le partager avec des lecteurs. Oui. Personne, hein. C'est parce que je ne savais pas que ça allait être publié, donc j'ai toujours écrit sans penser que je serais publié. Donc c'était surtout pour écrire le livre que je voudrais lire en fait. Voilà, à ce moment-là. Au lieu de le lire, je l'écrivais moi. Et je pensais toucher personne, voilà, parce que c'était lu par 2 personnes. J'avais toujours un copain à qui je filais mes manuscrits. Puis après c'était ma femme, voilà. Ma femme ne lisait que des manuscrits, moi, la pauvre. Et voilà, donc il n'y avait aucune intention, puisque je ne pensais pas être publié. Jamais. Ce qui est la chose normale. Tu écrives toute ta vie sans jamais être publié, parce qu'il y a il y a 4 millions de Français qui écrivent, je crois. Donc c'est impossible que... Voilà. Il faut de la chance, il faut un truc incroyable pour être publié. Oui. Est-ce que des fois, votre métier d'écrivain, ça empiétait sur votre vie personnelle et ça dérangeait vos proches? Non, enfin, ça empiète sur ma vie personnelle en ce sens que quand je suis ici, je ne suis pas à la maison. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai pas un métier dans lequel je pars à 8h du matin ou 9h et je reviens le soir à 4h. C'est-à-dire que moi, quand je pars de la maison, c'est que je pars 3, 4 jours, 5 jours, voilà, sur la route. Là, je suis parti de la maison vendredi dernier et je reviens demain. Donc, du vendredi au mardi, je ne suis pas là. Donc, je ne vois pas ma femme, je ne vois pas mes enfants. Donc, on peut dire que c'est ça qui empiète sur la vie privée. Mais après non. Après, il n'y a rien qui empiète. Oui. C'était quand vous avez réalisé que vous voulez être un auteur? Jamais. Jamais, parce que j'ai toujours écrit sans savoir que je serais publié. Et puis un jour, il y a ton manuscrit qui est pris, qui d'un coup, ça fait une énorme boule de neige et tout ça, et d'un coup, tu deviens écrivain parce que ça devient ton activité première et seule. Mais il n'y a pas une intention d'être écrivain. J'ai jamais voulu être écrivain. Alors, c'est peut-être marrant à dire, hein, mais j'ai jamais voulu être écrivain parce que j'y croyais pas. Je pensais pas qu'on pouvait être écrivain. Voilà, tout simplement. Oui. Et toi, c'est quoi ton but dans la vie? Mon but... Est-ce que j'ai atteint mon but? Dans ma vie, j'ai atteint plein de buts, donc il y a une grande satisfaction. Dans la vie, je ne pense pas qu'on ait qu'un seul but, à part d'être heureux, non, de vivre une belle vie, et d'être avec des gens qu'on aime, et voilà, et partager ces choses-là. Je pense que c'est... Être heureux, je pense que c'est le premier but de la vie. Personne ne veut être malheureux et avoir une vie de merde, non? Bon, je pense que c'est la seule chose qui importe en fait. Et après, on se met des petits objectifs dans la vie. Ah tiens, j'aimerais bien être, je sais pas, pharmacien. J'aimerais bien, je sais pas. Voilà. On se fixe après des objectifs où j'aimerais avoir 18 au prochain examen de français. Et après, voilà. Moi, mes objectifs, je les ai atteints. J'en ai toujours, parce que j'ai toujours des projets. Voilà. Mais je suis très heureux de ce que j'ai. Je suis toujours très heureux de ce que j'ai eu. Voilà. Donc même si je n'avais pas réussi à publier, j'aurais été très heureux. Maintenant que je publie, je suis très heureux. Il y a le film qui se fait, je suis super heureux. Il y a la BD, il y a le machin, il y a le truc. Voilà, je rencontre plein de gens, donc je suis toujours très heureux de ça. Bien sûr. Tu me fais rire. Oui? Oui, toi. Comment tu l'appelles? Gwyneth? Est-ce que vos enfants peuvent
Mes enfants, ils ont 2 ans et demi, 4 ans et demi. Alors, ma fille de 2 ans et demi, tu vois, écrivain, je sais pas trop ce que c'est. Elle écrit sur les murs. Hein. Et mon fils non plus, ils savent pas. Donc, je peux même pas je leur explique, tu vois, je leur dis papa il écrit des histoires, ou quand il voit la télé, je dis papa il va à la télé pour raconter ses histoires, ou papa il doit croire que je suis steward, parce que c'est l'avion, et chaque fois qu'il voit un avion, il dit papa, parce que papa il est toujours dans l'avion, tu vois, je lui dis toujours demain je prends l'avion. Donc il doit penser que je passe ma vie à faire des cercles dans le ciel, parce que d'un coup je pars et je suis dans tous les avions qu'il voit, et ensuite je reviens à la maison. Donc il pense que je suis steward. Oui, vas-y. Je leur dirais que c'est très difficile, que moi j'ai eu énormément de chance. Et que, comme je disais expliqué tout à l'heure, les métiers artistiques, c'est tout, ou rien du tout, ou un petit peu. Et voilà, moi j'ai tout eu. J'ai tout eu parce que j'ai eu beaucoup de chance, voilà. Mais si j'avais pas eu ça, j'aurais pas fait ça. Hein. C'est pour ça que j'ai lâché mon métier d'inspecteur de police quand j'ai vu que je pouvais. Mais je ne le conseillerais pas d'être écrivain parce que c'est vrai que s'il n'arrivait pas à avoir une autorité ou à vendre des livres ou à avoir un lectorat, il serait très malheureux parce qu'il vivrait très mal, on vit très mal de ça. Et voilà. Comme je disais, c'est soit tout soit rien, et si tu n'as rien, voilà, il vaut mieux faire autre chose. Un métier un peu plus sûr, on va dire. Voilà. C'est jamais sûr, ça. On va prendre une dernière question. Une dernière question, oui. Non, paradoxalement, parce que mes enfants ne veulent pas d'histoire de moi. Ils veulent des bouquins. Des fois, je fais semblant, je prends un bouquin, je l'ouvre, et puis je raconte une histoire qui n'est pas celle mais il le voit de suite. Et il me dit non, c'est ça. Et dommage, je ne peux pas leur raconter l'histoire que j'invente. C'est marrant, hein. Il va chercher le livre, il prend le livre et il dit ça là. Puis c'est tous les jours le même livre. Hein. À la fin, on a jusque là. Hein. Là, je suis dans les Schtroumpfs, là. Il y en a 2, voilà, tu t'alternes, tu vois, tu passes de l'un à l'autre. Ma fille n'est pas d'accord, elle veut un autre livre. Alors déjà, c'est la grosse crise tous les soirs. Mais voilà, donc je ne leur raconte pas d'histoire que j'invente. Non. Peut-être après, voilà, j'espère qu'ils me laisseront un petit peu. Je ne sais pas. Bon, ben écoutez, merci beaucoup. S'il n'y a plus de grandes questions existentielles. Merci à toutes et à tous.